Imagine que tu travailles 7 jours sur 7 sur un grand chantier de construction. Comme des milliers d'autres personnes, tu portes des millions de blocs de pierre et tu les poses les uns sur les autres selon un système complexe. Tu travailles sans équipement de construction moderne. Tu n'as pas de climatisation, ni d'accès permanent à l'eau. Il fait si chaud dehors que tu peux faire frire des œufs sur la route. Tu construis cette pyramide depuis des décennies. Et maintenant, quand elle est enfin terminée, tu apprécies le résultat du travail colossal de milliers de personnes. Tu as devant toi un monument culturel géant de valeur mondiale qui va se figer dans le temps et émerveiller les gens pendant des dizaines de milliers d'années. Quelques milliers d'années ont passé, les gens du 21e siècle voient les pyramides et se disent « Waouh, je ne peux pas croire que des humains aient construit ça ». Oui, les gens qui ont construit les pyramides n'auraient pas apprécié ce genre de remarques. Mais en fait, il y a de bonnes raisons de penser que les gens qui l'ont construit ont utilisé une technologie hors du commun. De l'extérieur, on dirait que les grandes pyramides ne sont que de grands triangles de pierre. Les gens ont simplement posé des blocs lourds les uns sur les autres. Et c'est tout. En fait, la conception semble trop parfaite pour être vraie. La pyramide est constituée de plus de 2 millions de blocs. Ils sont si proches les uns des autres et si réguliers qu'on ne pourrait même pas glisser une fine feuille de papier entre eux. Incroyable! Les scientifiques ne connaissent toujours pas la technologie exacte utilisée pour construire les pyramides égyptiennes. L'une des plus grandes et des plus célèbres est la grande pyramide de Gizeh. Cette énorme construction connue dans le monde entier a un grand secret. Il devait y avoir une pierre de couronnement au sommet de la pyramide. C'est un bloc de pierre de forme triangulaire, une petite pyramide au sommet d'une énorme. La chose est aussi connue sous le nom de pyramidion. Les bâtisseurs de l'Égypte ancienne l'ont fabriquée en granit et en calcaire et l'ont recouverte d'or. Aucun document ou dessin ancien ne permet de prouver qu'il y avait un pyramidion au sommet de la grande pyramide de Gizeh. Mais il existe une autre structure égyptienne ancienne dans ce type de triangle, la pyramide rouge. Elle a été construite avant la grande pyramide et sa pierre de couronnement a survécu jusqu'à ce jour. Les archéologues l'ont trouvée et reconstruite. Mais alors, où pourrait se trouver la pierre de couronnement de la grande pyramide? C'est un mystère qui n'a toujours pas de réponse. Certains sont persuadés que des voleurs l'ont dérobée au sommet. Peut-être ont-ils simplement grimpé et poussé le pyramidion jusqu'en bas. C'est tout à fait logique. La pierre angulaire était probablement l'élément le plus précieux de la pyramide. De nombreux scientifiques et archéologues ne connaissent toujours pas sa fonction exacte. Certains pensent que ce sommet recouvert d'or glorifiait les pharaons. La nuit, la pierre de couronnement reflétait la lumière de la lune et illuminait tout l'espace qui l'entourait. Pendant la journée, cette pierre reflétait la lumière du soleil avec sa surface brillante. On pouvait la voir de loin. Le sommet de la pyramide était une sorte d'étoile guide pour les voyageurs perdus. Tous les autres blocs de pierre de la pyramide sont constitués de calcaire. Les gens les polissaient pour les faire briller. Dans le passé, ils étaient même très brillants et reflétaient la lumière. On aurait pu voir des pyramides lumineuses depuis l'espace, même si elles ressemblaient à de toutes petites lumières. Au fil des milliers d'années, les vents, les tempêtes de sable et les pluies ont modifié l'apparence des pyramides. Si les gens avaient pris soin d'elles pendant tout ce temps, elles auraient ressemblé à quelque chose sorti des films de science-fiction ou bien aux pyramides de Las Vegas. Mais malheureusement, nous ne verrons jamais leur apparence d'origine. Certains archéologues et scientifiques pensent que la pierre de couronnement pouvait absorber l'énergie du soleil et la répartir uniformément dans la pyramide. Personne ne sait précisément pourquoi les Égyptiens avaient besoin de cette technologie. Il y a une théorie selon laquelle les pyramides sont d'anciens systèmes énergétiques. Les pharaons ont appliqué cette énergie pour utiliser des technologies uniques plus avancées que toutes les réalisations du XXIe siècle. Et la forme triangulaire des pyramides était idéale pour stimuler cette énergie électromagnétique. En théorie, le rayonnement solaire ou les forces électromagnétiques s'accumulent au sommet de la pyramide, remplissent les pièces intérieures, puis descendent le long des murs jusqu'à la base. Toute déformation de la surface pourrait empêcher le flux de se répandre. Ils ont donc dû créer une surface parfaitement lisse.
C'est pourquoi ils ont installé les blocs de manière que personne ne puisse glisser une aiguille ou une lame de rasoir entre ceux-ci. Beaucoup de gens croient à cette théorie parce qu'ils ont construit les pyramides en calcaire. Ce matériau peut retenir l'énergie en son sein. Dans la partie intérieure, ils ont créé des dépôts de granit pour provoquer l'ionisation de l'air, c'est-à-dire pour créer une charge électrique. Ils ont également creusé des canaux sous la pyramide pour que l'eau puisse transmettre l'électricité. Et au sommet, ils ont placé une pierre de couronnement en or, le meilleur conducteur d'électricité. C'est ainsi que l'on obtient un grand générateur d'électricité. Différentes cultures ont utilisé des technologies similaires pour créer de l'électricité dans le monde entier. Mais ce ne sont que des théories. Si cela avait fonctionné, l'humanité aurait utilisé ces technologies aujourd'hui. On trouve des traces de l'industrie métallurgique, de la chimie, de l'ingénierie, de la physique, des mathématiques et de l'astronomie dans certains documents anciens. La plupart des scientifiques ne croient pas à toutes ces choses. Nous connaissons les étapes détaillées du développement de ces technologies dans différentes cultures. Au XXIe siècle, les scientifiques, les historiens et les anthropologues peuvent suivre l'évolution de tous les appareils modernes. Si les gens avaient créé certaines inventions technologiques dans les temps anciens, l'histoire du monde aurait été différente. Peut-être que toutes les réalisations de l'Antiquité auraient pu être effacées de la surface de la Terre par des cataclysmes mondiaux. Et cela peut nous arriver à nous aussi. Imagine seulement comment les gens retrouveraient un ordinateur portable dans 5000 ans. Ils ne comprendraient peut-être pas de quel type d'appareil il s'agit. Une autre merveille égyptienne entourée de mystères est la statue du Sphinx. Les Égyptiens l'ont taillée dans une seule pièce gigantesque de calcaire, il y a environ 4500 ans. Mais les scientifiques ne savent toujours pas la date exacte de sa construction ni qui l'a construite. Les Égyptiens ont peint le Sphinx de différentes couleurs, de sorte que son aspect était beaucoup plus brillant et plus vif dans un passé lointain. Il brillait tout comme les grandes pyramides. Quoi qu'il en soit, le temps n'a pas seulement changé son apparence, mais aussi son nom. Au départ, les Égyptiens l'appelaient Ori-Mekhet. Les Grecs l'ont rebaptisé Sphinx quelques centaines d'années après sa construction. Il soulignait la grandeur des souverains d'Égypte. Il remplissait également la fonction symbolique d'un chien de garde qui surveillait la tombe du pharaon et les chemins qui menaient à celle-ci. Cette version semble réaliste, puisque les archéologues ont découvert de nombreuses entrées secrètes au pied du Sphinx. Peut-être que ces pièces et ces tunnels complexes mènent à des salles souterraines contenant des trésors. Et les trésors ne sont pas toujours de l'or ou des bijoux. Selon les légendes et les théories, le Sphinx garde la salle des archives où sont stockées toutes les connaissances de l'humanité. Les informations sur l'ancien état mythique de l'Atlantide pourraient se trouver ici. Tu peux trouver de nombreuses cartes détaillées des donjons internes du Sphinx sur Internet. Elles montrent des structures de 12 étages de profondeur sous la statue. On dirait une petite ville remplie d'or, de parchemins de savoir et de divers artefacts anciens. Mais on ne peut pas croire toutes ces cartes. Ce ne sont que des théories. Plusieurs milliers d'années se sont écoulées, mais les gens ont en réalité très peu d'informations sur ce sujet. Les archéologues savent qu'il y a encore beaucoup de choses étranges et passionnantes à propos du Sphinx qui n'ont pas encore été découvertes. Les gens du coin ont souvent peur de faire des recherches car ils croient qu'ils peuvent réveiller quelque chose de terrible, des profondeurs souterraines. Par conséquent, ce sont surtout des scientifiques d'autres pays qui mènent les fouilles. En 1998, des scientifiques ont découvert d'étranges tunnels qui menaient à des pièces vides sous le Sphinx. Ils ont constaté que des personnes avaient essayé de passer par ces tunnels dans le passé. Et il est possible que ces personnes aient emporté tous les trésors qui s'y trouvaient. Une des légendes dit qu'un puissant artefact se trouve sous le Sphinx. Son pouvoir pourrait changer le monde entier, mais les habitants le cachent car il pourrait nuire à la planète. Certains pensent que l'on peut trouver des preuves de technologie inconnue peintes sur les murs de granit des tombes des pharaons. Mais le plus probable est que ces peintures et ces signes nous racontent juste les mythes et les légendes de l'Égypte ancienne. Mais que se passe-t-il si les symboles et les dessins égyptiens sont des instructions détaillées pour utiliser les technologies anciennes? Et si les habitants qui vivaient à cette époque pensaient les gens dans le futur ne seront pas capables d'obtenir de l'énergie par eux-mêmes. Alors laissons-leur des instructions détaillées. Quoi qu'il en soit, il existe de nombreuses énigmes et théories. En réalité, la recherche de réponses est une entreprise dangereuse, car il n'est pas facile de pénétrer dans les salles souterraines.
Les fouilles peuvent détruire la structure de l'ensemble du sphinx. Toute personne qui se trouve dans les tunnels peut se perdre et ne jamais retrouver son chemin. En plus, cela coûte beaucoup d'argent. En fait, ce qui serait génial, c'est que des chercheurs puissent inventer un appareil qui pourrait scanner les zones souterraines et nous montrer des plans détaillés. Il s'avère que la grande pyramide de Gizeh pourrait être bien plus vieille qu'on ne le pense, genre plus de 20 000 ans, hein. C'est plus vieux que l'agriculture ou l'écriture. Mais alors qui a bâti des monuments aussi stupéfiants? Était-il seulement humain? Le chercheur italien Alberto Donini a basé son idée sur ce qu'on appelle la méthode de l'érosion relative. En bref, on regarde comment la pierre s'use avec le temps et on se dit « ouais, ce genre de dégâts prendrait bien plus que quelques millénaires ». Mais avant d'approfondir, voici un petit rappel sur les pyramides elles-mêmes. Les pyramides de Gizeh comptent parmi les plus anciennes structures géantes en pierre jamais construites par l'homme. 2 d'entre elles restent les plus hautes pyramides jamais bâties dans le monde antique. Et la grande pyramide de Khéops est la plus haute des 3. Il y a une autre raison pour laquelle cette grande pyramide est spéciale. C'est la seule des 7 merveilles originelles du monde antique qui soit encore debout aujourd'hui. Or, ces pyramides n'ont pas été construites d'un coup, en un instant, hein. Beaucoup de gens y ont travaillé sur plusieurs générations, et on peut voir leur progression au fil du temps. Les premières pyramides ont des erreurs, des angles bizarres et des problèmes de structure. Quant aux plus récentes, elles deviennent plus nettes et plus efficaces. On dirait que les bâtisseurs comprenaient les choses petit à petit. Chaque génération a résolu de nouveaux problèmes d'ingénierie et s'est améliorée. C'est comme les mises à jour d'un smartphone. Chaque nouvelle version est plus fluide et plus avancée. Cela nous amène aux grandes questions. Quel âge ont les pyramides? Et qui les a construites? Oh, et comment diable les gens ont-ils déplacé et empilé des pierres pesant autant que des camions sans machines modernes? Eh bien, jusqu'ici, nous avons des preuves assez solides sur la chronologie générale et les ouvriers impliqués. Mais les méthodes de construction exactes font encore débat, d'où le succès d'idées comme celle de la pyramide vieille de 20 000 ans. La plupart des historiens s'en tiennent à la datation traditionnelle, environ 4500 ans. Maintenant, revenons à la méthode de l'érosion relative. Le vent, la pluie, le chaud, le froid, tout cela ronge lentement la roche. Et plus une pierre reste dehors, plus elle s'abîme, comme un vieux trottoir qui a l'air bien plus rugueux qu'un tout neuf. Et la grande pyramide n'a pas toujours été rugueuse et brute. Elle était autrefois recouverte de calcaire blanc et lisse. Mais après un gros séisme en 1303, les Égyptiens ont retiré les pierres extérieures pour reconstruire le Caire. C'est pourquoi certaines parties de la pyramide ne sont exposées aux intempéries que depuis environ 675 ans. À la base de la pyramide, il y a un dallage en calcaire. Une partie était cachée sous ces pierres de parement pendant des millénaires et n'a été exposée qu'après leur retrait. Juste à côté, il y a un dallage fait de la même pierre, mais qui est exposé depuis le jour où la pyramide a été bâtie. Ces durées d'exposition différentes transforment la pyramide en un véritable chronomètre naturel. En gros, Donini a examiné 2 parties d'une même pierre, en posant une question simple. Si autant de dégâts ont eu lieu en 675 ans, combien de temps faudrait-il pour en causer autant? Pour obtenir la réponse, il n'a pas examiné qu'un seul endroit. Il a vérifié 12 endroits différents autour de la pyramide, car la pierre ne s'use pas uniformément partout. Certaines zones reçoivent plus de vent, d'autres sont plus exposées au soleil, et d'autres peuvent avoir de minuscules fissures qui accélèrent les choses. À cause de cela, les chiffres qu'il a obtenus étaient très différents. Certains points faisaient paraître la pyramide assez jeune, d'autres points la faisaient paraître incroyablement vieille. Alors, au lieu de choisir un seul chiffre, il en a fait la moyenne. Et en faisant cela, la moyenne est ressortie à environ 25 000 ans. Si cette estimation est un tant soit peu proche, cela signifierait que la pyramide a été bâtie bien plus tôt qu'on ne le pense, vers 23 000 avant notre ère. Maintenant, Donini ne prétend pas que ce soit une date exacte, hein. Selon son analyse, il y a de fortes chances que la pyramide soit bien plus vieille que ce que l'on croit traditionnellement, mais ce n'est pas une garantie. Il n'est donc pas étonnant que de nombreux experts soient en désaccord total avec cette théorie, ce qui la rend controversée. C'est là une excellente chose à propos de la science. Elle est basée sur des faits, pas sur ce qui est populaire à l'époque. Mais jetons un coup d'œil à l'intérieur de ces mystérieuses pyramides antiques. La Grande Pyramide est la plus ancienne des 3 célèbres pyramides de Gizeh et c'est aussi la plus grande. Elle a été construite comme tombeau pour le pharaon Khéops qui a régné pendant la 4e dynastie égyptienne.
Si vous avez déjà entendu le nom de Khéops, c'est juste la version grecque du nom de Khufu. En gros, c'est le même gars comme Robert contre Bob. Juste à côté de la Grande Pyramide, il y a 2 autres grandes pyramides. Ce n'étaient pas des projets faits au hasard. Elles ont été construites pour la famille de Khéops. Toutes 3 ont été construites pendant l'Ancien Empire égyptien, réparties sur 3 générations de souverains. On ne peut vraiment pas fixer de date exacte, car nous n'avons pas assez de preuves. Les historiens doivent reconstituer toute l'histoire à l'aide d'archives anciennes, d'inscriptions et de datations au carbone 14, comme assembler une chronologie à partir de notes à moitié brûlées et de reçus délavés. Un grand mystère est de savoir si chaque pharaon a vécu assez longtemps pour voir sa pyramide terminée. Ces projets étaient massifs et prenaient des années, voire des décennies. Il est fort possible que certaines pyramides aient été achevées par le souverain suivant après le décès du pharaon d'origine. La Grande Pyramide elle-même a probablement été construite environ 100 ans après une précédente, qui était une pyramide à degrés. C'était une sorte de prototype qui a aidé les bâtisseurs égyptiens à comprendre comment passer de marches empilées à des géants aux parois lisses. Mais comment ont-ils réellement réussi cela ? Parce qu'empiler des millions de rochers géants en une pyramide parfaitement formée n'est pas quelque chose que l'on fait quand on s'ennuie. Première chose à considérer, personne ne l'avait vraiment fait auparavant. La pyramide plus ancienne ressemblait davantage à un escalier de pierre géant. C'est génial, mais c'est vraiment très différent. Les pyramides de Gizeh, c'était d'un tout autre niveau. C'est comme passer de la construction d'un simple abri de jardin à celle d'un gratte-ciel et réussir d'une manière ou d'une autre sans tout gâcher. D'une part, l'Égypte ancienne s'en sortait plutôt bien à cette époque-là. Chaque année, le Nil débordait et quand l'eau se retirait enfin, elle laissait derrière elle un sol qui était devenu super fertile. En résumé, ils avaient assez de nourriture pour nourrir une main-d'œuvre massive. Ce surplus alimentaire a financé les pyramides. Les dirigeants ont organisé l'agriculture efficacement et ont utilisé ces stocks pour subvenir aux besoins de milliers et de milliers d'ouvriers. Côté ouvriers, certains travaillaient sur les pyramides à plein temps. D'autres étaient des agriculteurs venant en renfort hors des travaux des champs. Certains payaient leurs impôts par ce labeur pour le pharaon. De plus, des notes prouvent une planification quotidienne intense. Pendant la saison humide, les Égyptiens utilisaient des bateaux à fond plein pour faire flotter les pierres lourdes plus près du site au lieu de devoir tout traîner sur la terre ferme. Le fleuve se chargeait donc d'une grande partie du travail le plus lourd et le plus difficile. Le défi était de faire monter ces pierres massives au sommet. Impossible de soulever un rocher de plusieurs tonnes au-dessus de sa tête et espérer que ça tienne. L'échec serait fatal. Les bâtisseurs ont dû utiliser des rampes. Mais si vous construisez une seule longue rampe droite depuis le sol jusqu'au sommet de la pyramide, cette rampe serait si énorme qu'elle ressemblerait à une autre pyramide. Genre, félicitations, vous avez construit la mauvaise pyramide en premier. C'est pourquoi les gens ont fini par proposer d'autres idées. Peut-être que la rampe s'enroulait autour de l'extérieur, montant en spirale comme dans un parking. Ou peut-être que la rampe était cachée à l'intérieur de la pyramide, ce qui semble cool et mystérieux, mais il n'y a pas encore de preuves vraiment solides pour cela. Ce qui a beaucoup aidé, c'est la découverte d'une ancienne carrière de pierre appelée Atnoub, datant de la même période. Des archéologues ont trouvé un système de rampe super raide que tout le monde pensait être totalement impossible auparavant. Il y avait des trous pour des poteaux en bois sur les côtés et les ouvriers utilisaient probablement des cordes et des traîneaux pour traîner d'énormes blocs de pierre vers le haut. Imaginez un groupe de personnes tirant un traîneau tout en enroulant des cordes autour de poteaux pour obtenir une force de levier supplémentaire. Comme des athlètes de l'Antiquité en pleine séance de jambes, jour après jour. Si les bâtisseurs utilisaient cela, les rampes n'avaient pas besoin d'être aussi massives. Elles pouvaient être plus courtes et bien plus raides. Quoi qu'il en soit, le mystère de la construction des pyramides est encore loin d'être résolu. Peut-être qu'un jour, quelqu'un finira par découvrir le fin mot de toute cette histoire. Des scientifiques ont mis au jour une pyramide inconnue, enfouie sous les sables de Judée. Après quelques fouilles, ils ont découvert qu'elle renfermait des trésors demeurés intacts pendant près de 2 millénaires, ainsi que des secrets historiques auxquels nous n'avons accès que maintenant. Sur le site de la forteresse de Zoar, située à 800 mètres au-dessus de la mer Morte, des archéologues recherchèrent des manuscrits susceptibles d'apporter de nouvelles informations sur l'histoire du lieu. Ces fouilles s'inscrivaient dans une vaste campagne de longue date, visant à protéger les sites contre le pillage et les excavations illégales. Ce qu'ils ne s'attendaient pas à découvrir, c'était une structure en forme de pyramide, érigée au sommet d'une colline et composée de pierres taillées à la main, chacune pesant plusieurs centaines de kilos. D'abord persuadés d'être face à une tombe, les experts remarquèrent vite la forme des murs d'origine et comprirent
que le monticule était une construction. Ils constatèrent aussi que quelqu'un avait creusé au sommet, probablement des pillards ayant repéré des richesses enfouies. Par chance, la majeure partie de la structure demeurait enfouie sous le sable, dissimulant ainsi les découvertes les plus précieuses. Au cours de la première semaine de fouilles, les bénévoles mirent au jour des fragments de papyrus, des vases en bronze et même des meubles anciens, tous remarquablement bien conservés. Le climat désertique s'était révélé un allié précieux pour la préservation de ces artefacts au fil des millénaires. Grâce à un air extrêmement sec, la formation de moisissures était empêchée, ce qui protégeait les matériaux organiques, comme le bois et les fibres, contre les fissures et la déformation. Les premières hypothèses supposaient que la pyramide avait été érigée durant la période du premier temple. Toutefois, de récentes découvertes ont révélé qu'elle était plus récente et daterait de l'époque hellénistique. Puisque la structure remonte à environ 2200 ans, les chercheurs estiment qu'elle aurait été construite peu après la mort d'Alexandre le Grand, célèbre roi de Macédoine. À cette époque, ces généraux se partagèrent l'ancien empire séleucide. Ptolémée prit le contrôle de l'Égypte et des territoires voisins, y compris la région de la mer Morte, tandis que Séleucos s'empara du nord, qui correspond aujourd'hui à une partie du Moyen-Orient. On ignore encore si la pyramide fut érigée sous l'autorité des Ptolémées ou des Séleucides, car des monnaies des deux royaumes ont été découvertes sur le site. Toutefois, la majorité des spécialistes penchent pour une construction réalisée à l'époque où la région se trouvait sous domination ptolémaïque. Des indices laissent également penser que l'édifice, malgré sa remarquable solidité, s'est effondré à un moment donné. Cependant, ce n'est pas la cause de son abandon par les anciens Égyptiens, ce qui soulève une question essentielle. Quelle était sa véritable fonction ? Certains avancent l'hypothèse d'un tombeau, en raison de son emplacement privilégié au sommet d'une colline. D'autres supposent qu'il aurait pu servir de monument commémoratif. Néanmoins, l'une des théories les plus convaincantes soutient que la pyramide fut utilisée comme tour de guet, protégeant une importante route commerciale empruntée pour transporter le sel et le bitume de la mer Morte vers les ports côtiers. Les chercheurs estiment aussi qu'elle aurait pu servir de point de collecte des taxes pour les fonctionnaires du royaume lagide, comparable à nos péages modernes ou aux actuelles agences d'inspection portuaire. Bien que le contenu des papyrus reste inconnu, il semble très probable qu'ils aient été rédigés en alphabet grec. Certains experts avancent même qu'il pourrait s'agir de documents fiscaux, ce qui correspondrait parfaitement à l'hypothèse selon laquelle la pyramide servait d'avant-poste. L'équipe qualifie cette énigme de fascinant mystère historique que les fouilles contribuent peu à peu à élucider. Cependant, cette découverte n'est qu'une infime pièce d'un vaste puzzle archéologique. Les recherches s'inscrivent dans un projet de grande ampleur mené depuis de longues années. Rien que durant les 8 dernières, les équipes ont exploré près de 180 km de falaises désertiques et identifié environ 900 grottes dans ce périmètre. Grâce à l'usage de la descente en rappel, d'équipements perfectionnés et de méthodes de documentation avancées, les archéologues ont mis au jour des milliers d'objets rares. Rouleaux cachés, outils d'ébénisterie, tapis, pièces de cuir, ainsi que divers trésors d'une valeur historique inestimable. Pour eux, le désert de Judée s'apparente à un coffre-fort ancestral, encore scellé, qui ne demande qu'à livrer ses secrets. Quelques années avant la découverte de la mystérieuse pyramide, une grotte avait été mise au jour. Elle avait servi de refuge à des rebelles hébreux près de 1900 ans auparavant. Située à environ 80 mètres, sous le sommet d'une falaise et difficile d'accès, le site n'avait jamais été exploré jusque-là. À l'intérieur, les archéologues ont découvert des fragments inédits des célèbres manuscrits de la mer Morte, contenant des passages religieux rédigés en grec. Grâce à l'excellent état des papyrus, 11 lignes de texte purent être reconstituées, permettant ainsi aux scientifiques d'en analyser et d'en identifier précisément l'étymologie. L'aspect le plus remarquable demeure l'état de conservation exceptionnel des découvertes. Grâce aux conditions arides et à la chaleur constante du désert, ces artefacts sont restés intacts pendant des millénaires. Les fouilles ont également révélé d'autres trésors insoupçonnés, des pièces rares, un squelette partiellement momifié vieux de plus de 6000 ans, dont subsistaient encore peau, tendons et mèches de cheveux. Parmi les trouvailles figure aussi un large panier tressé en fibres végétales, considéré comme le plus ancien au monde, âgé de plus de 10 000 ans, capable de contenir près de 100 litres et fabriqué environ un millénaire avant l'invention de la poterie. Parmi ces trésors historiques, un autre a particulièrement retenu l'attention de la communauté scientifique, un petit fragment de tissu âgé d'environ 3800 ans. Mais il ne s'agit pas d'un simple morceau de textile. Teint avec la rare couleur écarlate, citée à de nombreuses reprises dans les anciens textes religieux,
Cette pièce constitue la plus ancienne preuve connue de tissu coloré à partir d'insectes appelés cochenilles, responsables de cette teinte rouge intense. Ce pigment était très prisé, au même titre que le bleu royal ou la pourpre, car les insectes vivaient dans les chênes et ne pouvaient être récoltés que durant une brève période de l'année. Ces teintures étaient donc réservées aux tissus sacrés, tels que les vêtements des prêtres, signalant statut et importance religieuse. Bien que ce fragment soit d'une grande valeur archéologique, sa taille reste minuscule, moins de 2 ou 3 cm. Le fragment fut découvert en 2016 lors de fouilles dans la dite grotte des crânes. On ignore comment ce tissu y est parvenu. Selon les experts, il démontre que l'on savait déjà teindre les fibres de laine il y a environ 3800 ans. Il apporte également la preuve que l'industrie textile antique employait déjà des animaux, à peu près au moment où les hommes commençaient à produire des sources écrites. Les tissus colorés avec ce type de teinture apparaîtront plus tard, mais ce fragment reste bien plus ancien que tout autre exemplaire connu, ce qui le rend tout à fait exceptionnel. Une autre découverte marquante remonte à 1980, lorsqu'une graine vieille de plus de 1000 ans fut retrouvée et a donné naissance à un arbre mystérieux surnommé Sheba. Les scientifiques ont consacré 14 années à sa culture, et l'arbre atteint aujourd'hui environ 3 mètres de haut. Ils ont ensuite émis l'hypothèse qu'il pourrait appartenir à une lignée éteinte ayant jadis prospéré dans la région. La graine remonte à une période comprise entre 993 et 1202 de notre ère, et l'on estime que Sheba pourrait être un arbre biblique traditionnellement associé à la guérison. Bien que l'espèce exacte n'ait pu être déterminée, puisque l'arbre n'a pas encore fleuri, il appartient au genre Commiphora, apparenté à des plantes africaines renommées, comme l'arbre à myrrhe. Mais le temps a révélé une particularité encore plus remarquable. Ses feuilles et résines contiennent des composés aux propriétés médicinales, antioxydantes et apaisantes pour la peau. L'arbre pourrait donc représenter une lignée oubliée, dont la résine, mentionnée dans des textes anciens, possédait une valeur thérapeutique. Cela illustre la manière dont les anciens pratiquaient la médecine botanique. Étonnant. Des scientifiques ont mis au jour une cité enfouie sous les pyramides d'Égypte. Sa taille est vertigineuse, bien au-delà de celle du plus vaste hypermarché que vous puissiez concevoir. Galeries, chambres souterraines, structures verticales. Nul ne saurait dire aujourd'hui à quoi elles servaient. Commençons par le commencement. Des chercheurs italiens et écossais étudiant la pyramide de Képhren ont identifié ce qui semble être des tunnels secrets sous 3 pyramides distinctes. Cette découverte pourrait remettre en question nos connaissances sur l'Égypte antique. L'expédition baptisée Projet Képhren fut dirigée par Corrado Malanga, basé à Pise, et Filippo Biondi, affilié à l'université de Strathclyde, en Écosse. Leur objectif principal consistait à explorer la pyramide de Képhren, la seconde plus grande du plateau de Gizeh. Sous la pyramide de Képhren, les scientifiques ont mis au jour une imposante structure. Serait-ce une ancienne cité souterraine égyptienne? En analysant minutieusement leurs relevés, ils ont conclu que 8 grandes formations verticales, peut-être des puits ou des conduits, se dissimulaient en profondeur. Ces éléments s'étendent sur près de 2000 mètres, l'équivalent de 2 tours Burj Khalifa, et demi-posées à la suite l'une de l'autre. Un indice saisissant de l'ampleur de la découverte. Ces puits descendent également à environ 610 mètres sous terre, ce qui dépasse largement la profondeur des stations de métro les plus profondes au monde, qui excèdent rarement les 120 mètres. De forme cylindrique, ils sont bordés d'escaliers en spirale, évoquant les tours d'un ancien château gothique. Ils mènent à 2 vastes chambres aux contours inhabituels. S'agirait-il de cubes ou de vasques géantes? Chacune semble mesurer plus de 80 mètres de diamètre. Bien que ces structures aient désormais été identifiées, leur fonction première demeure totalement inconnue. Souhaitez-vous une révélation encore plus troublante? L'équipe est convaincue que des accès similaires existeraient sous chacune des 3 pyramides. Autrement dit, elles pourraient être interconnectées par un réseau secret de tunnels, de galeries et de salles enfouies. Et plus bas encore, à près de 1200 mètres sous la surface, d'autres structures, encore non répertoriées, pourraient sommeiller dans les profondeurs. Et cela ne contribue-t-il pas à nourrir le mystère? L'élément le plus saisissant reste peut-être cette hypothèse formulée par certains chercheurs. Les structures dissimulées autour des pyramides de Gizeh pourraient coïncider avec les légendaires salles d'Amonti. Dans la mythologie égyptienne, ce lieu est décrit comme l'ultime étape des mourants, où l'âme, durant 3 jours, est soumise à un jugement rigoureux et affronte ses terreurs les plus profondes.
Mais comment les chercheurs ont-ils pu localiser ces cavités invisibles? Pour ce faire, ils ont mobilisé 2 satellites situés à 680 km d'altitude. En dirigeant des ondes radar vers le plateau de Gizeh, ils ont obtenu des images d'une extrême précision, ensuite recomposées, pour former une modélisation tridimensionnelle du réseau souterrain, incluant les puits récemment découverts. Grâce à la technologie radar à synthèse d'ouverture, ou SAR, capable de traverser la roche, l'équipe a repéré 5 petites structures ressemblant à des salles, dissimulées profondément au sein de la pyramide. L'une d'elles contenait un sarcophage que l'on croyait autrefois être celui du pharaon Khéphren. Hypothèse qui fut largement admise jusqu'à cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, les scientifiques estiment que cette interprétation était erronée. Le tombeau véritable se situerait sans doute ailleurs. Il reste que ces 5 chambres, jusque-là inconnues, furent révélées uniquement grâce aux récentes explorations radar. Elles semblent disposées en plein cœur de la pyramide, reliées par des corridors souterrains qui s'enfoncent dans le plus bas. Certains avancent que ces galeries pourraient mener à d'autres chambres, ou puits dissimulés, possiblement âgés de plus de 4500 ans, et susceptibles d'éclairer les énigmes, encore irrésolues, des civilisations antiques. Les premières analyses suggèrent que cet espace enfoui est bien plus complexe qu'une simple succession de salles vides. Il se pourrait qu'un grand nombre de structures soient enfouies à proximité des pyramides de Gizeh. Comment l'expliquer? Certains indices suggèrent que l'ensemble comprend des zones excavées, parcourues d'escaliers en spirale qui s'enfoncent davantage. En affinant les images captées, il serait possible de révéler l'existence d'un vaste réseau souterrain, peut-être même les vestiges d'une ville entière, ensevelie sous le plateau. Malgré l'enthousiasme suscité par ces révélations, nombreux sont ceux qui demeurent sceptiques quant à l'existence réelle de cette cité souterraine. Le manque de validation scientifique par des pairs alimente leurs doutes, incitant plusieurs archéologues et spécialistes en imagerie radar à remettre en cause la fiabilité de ces affirmations. Selon eux, les outils employés pour effectuer ces relevés ne posséderaient peut-être pas la précision technique nécessaire pour restituer des images aussi élaborées de ce qui gît sous la surface. Selon eux, les 5 petites chambres repérées à faible profondeur pourraient n'être que des formations naturelles, d'autant que cette région revêtait déjà une importance rituelle bien avant l'édification des pyramides. Certains vont jusqu'à rejeter totalement le recours aux technologies radar dans un tel contexte, les qualifiant de méthodes non validées sur le plan scientifique et mettant en doute leur fiabilité. Cette découverte a également ravivé les débats autour des traditions mythologiques égyptiennes et de la possible présence de manuscrits anciens enfouis sous le plateau de Gizeh. La configuration des chambres nouvellement identifiées rappelle en effet celle que décrivent les récits sur la légendaire salle des archives, un espace mythique censé préserver le savoir primordial des premiers Égyptiens. Si cela venait à se confirmer, ces découvertes pourraient bouleverser la perception que l'on a de la topographie sacrée de l'Égypte. En outre, l'existence de cette cité perdue sous la pyramide pourrait constituer une preuve tangible de structures souterraines, jusqu'alors insoupçonnées. C'est pour cela que l'équipe du projet Khéphren est impatiente d'entamer les fouilles permettant de vérifier ces hypothèses. Toutefois, obtenir l'aval des autorités égyptiennes constitue un processus ardu. Les résultats devront encore passer l'épreuve d'une évaluation par des spécialistes avant d'être validés par le monde académique. D'ailleurs, cette découverte archéologique fait suite à une autre annonce, celle de la mise au jour d'une structure insolite sous la nécropole royale de Gizeh, que certains chercheurs soupçonnent de ne pas être d'origine naturelle. Grâce à des techniques de télédétection, les archéologues ont mis au jour une étrange structure souterraine en forme de L, enfouie dans le cimetière ouest de Gizeh. Cette section est réputée pour renfermer les tombes de membres de la royauté ainsi que de hauts dignitaires. Nombre de ces sépultures sont surmontées de mastabas, des édifices rectangulaires en pierre ou en briques de limon, coiffés d'un toit plat. Or, en plein centre de cette nécropole, subsiste une portion dépourvue de toute structure visible en surface. Pour examiner cette zone encore inexplorée, les chercheurs ont recours à la tomographie de résistivité électrique, ERT, et au radar à pénétration de sol, GPR. L'ERT repose sur l'injection de courant dans le sol et sur la mesure de leur résistance afin de révéler d'éventuelles anomalies. Quant au GPR, il projette des ondes radar dans le sous-sol pour en dessiner les formes selon les échos obtenus. À une profondeur d'environ 2 mètres, les chercheurs ont détecté une anomalie. Elle semblait correspondre à une structure souterraine en L, mesurant au moins 10 mètres de long. D'après les relevés, il est probable que cette structure ait été remplie de sable après son édification. Cette découverte a conduit les chercheurs à envisager plusieurs hypothèses. Il pourrait s'agir d'un mélange de sable et de gravier,
ou peut-être d'une cavité d'air. L'anomalie a été classée comme hautement résistive, ce qui suggère une origine non naturelle. Le professeur Motoyuki Sato, auteur principal de l'étude et enseignant à l'université de Tohoku, souligne que la netteté des contours appuie l'idée d'une structure artificielle. Un autre élément intrigant concernant les pyramides antiques d'Égypte tient à l'idée, longtemps admise par les historiens, qu'elles furent érigées au profit de la royauté et des élites, seules à posséder les moyens nécessaires. Or, des fouilles récentes menées sur le site archéologique de Tombos, situé dans l'actuel Soudan, viennent remettre en cause cette théorie. Il se pourrait que les pyramides de Tombos aient accueilli, aux côtés des élites, les dépouilles de travailleurs de rang modeste. Les membres laborieux des sociétés antiques auraient ainsi pu reposer dans certains des monuments les plus visibles, y compris les pyramides elles-mêmes. Implantée sur les rives du Nil dans l'ancienne Nubie, la localité de Tombos fut annexée par l'Égypte aux alentours de 1400 avant notre ère, lors de sa conquête de la région. Le site fut alors établi dans le but de renforcer la domination égyptienne. On y érigea des pyramides, bien plus sobres cependant que les gigantesques édifices de Gizeh. Les chercheurs ont repris l'étude de 110 squelettes humains exhumés à Tombos, initialement examinés en 2012. Ils se sont concentrés sur l'analyse des anthèses, c'est-à-dire les points d'attache des tendons et des ligaments sur les os. Ce type d'examen permet de mettre en évidence l'intensité du travail physique accompli par un individu. Les contraintes mécaniques répétées lors qu'un travail ardu y laissent des marques nettes, sous forme de relief osseux. Certains ossements présentaient peu de modifications au niveau des anthèses, ce qui laisse supposer qu'ils appartenaient à des personnes aisées. En revanche, d'autres montrèrent des transformations plus marquées, trahissant une vie de labeur et un statut social bien plus modeste. Ces résultats pourraient profondément remettre en cause les idées reçues sur les sépultures pyramidales, notamment l'hypothèse selon laquelle seuls les puissants accédaient à ces tombeaux prestigieux. Cette récente étude suggère que des individus d'humbles conditions auraient eux aussi pu se trouver sous les sables de Luxor. Les chercheurs ont mis au jour ce qui semblait n'avoir jamais dû ressurgir. Plus d'1 millier de blocs de pierre finement ornés, vestiges du temple en ruine d'une femme pharaon. Cette découverte soulève des questions troublantes. Pourquoi ce sanctuaire fut-il anéanti? Et qui était donc cette femme? Elle s'appelait Hatshepsut, et l'on reconnaît aujourd'hui en elle l'une des figures les plus remarquables de l'ancienne monarchie égyptienne, bien que l'histoire ait longtemps failli l'effacer. Elle régna au sein de la 18e dynastie, entre 1479 et 1458 avant notre ère. Elle se distingua par de vastes projets architecturaux, des campagnes militaires victorieuses et des échanges commerciaux florissants. Elle fut par ailleurs l'une des rares femmes à avoir porté le titre de pharaon. Il fallut attendre environ 15 siècles avant qu'une autre femme ne monte sur le trône, et ce ne fut autre que Cléopâtre. Le chemin qu'emprunta Hatshepsut pour accéder au pouvoir constitue, sans doute, l'épisode le plus singulier de son histoire. Comme dans la plupart des monarchies héréditaires, la succession en Égypte privilégiait clairement les héritiers mâles. Ainsi, lorsque Thoutmôsis Ier eut pour premier enfant une fille, l'ordre dynastique s'en trouva profondément contrarié. À la mort du souverain, quelques années plus tard, le trône revint à Thoutmôsis II, qui régna brièvement, avant de le transmettre à son jeune fils, Thoutmôsis III, encore en bas âge. Hatshepsut se trouvait être la belle-mère du futur pharaon. Elle endossa donc naturellement le rôle de régente auprès de son beau-fils, trop jeune pour gouverner. Mais au bout de 7 années, elle prit une initiative sans précédent. Elle s'empara du pouvoir suprême et s'autoproclama pharaon d'Égypte. Il ne s'agissait pas d'une simple ambition personnelle. Hatshepsut avait pleinement conscience que, pour asseoir son autorité, elle devait se faire reconnaître comme souverain légitime. Elle adopta donc les attributs royaux dans leur intégralité, y compris la barbe postiche symbolique des pharaons. Statues et hiéroglyphes la représentaient fréquemment en homme, arborant le pagne traditionnel et la coiffe sacrée. Ce n'était toutefois nullement un déguisement. Les spécialistes s'accordent à dire qu'elle n'a jamais cherché à dissimuler son identité. Sur ces statues, on retrouve fréquemment des titres féminins comme « fille de Ré », ainsi que des formules grammaticales mêlant les genres, à l'instar de « Sa Majesté » elle-même. Par ses choix, elle signalait clairement qu'en dépit de l'adoption des symboles royaux masculins, elle assumait pleinement sa condition de femme. Mais cette stratégie ne suffisait pas. Afin de légitimer son autorité, elle imagina une généalogie d'origine divine soigneusement construite. Elle déclara que le dieu Ammon, prenant l'apparence de son père Thoutmôsis Ier, s'était uni à sa mère,
faisant d'elle l'issue de l'union céleste. Cette revendication était loin d'être anodine. Les pharaons étant perçus comme des dieux sur terre, le fait de s'associer à Amon renforçait considérablement la légitimité de son ascension. Les bas-reliefs des temples figuraient de cette naissance divine, Amon la désignant comme son héritière légitime. Ces récits n'étaient pas de simples mythes, mais des instruments politiques destinés à asseoir son autorité sans contestation. Elle adopta en outre un nouveau nom, Mat-Kare, que l'on peut traduire par « la vérité est l'âme du dieu soleil ». Le concept de Maat occupait une place essentielle dans la pensée religieuse égyptienne, incarnant l'ordre, la justice et l'harmonie sacrée. Il appartenait au pharaon de faire régner ce principe pour préserver l'équilibre du royaume. En choisissant ce nom, Hatshepsut affirmait son statut de souveraine légitime, investie d'un devoir sacré. Son règne fut remarquable. Elle guida l'Égypte vers une période florissante, marquée par la paix, l'essor économique et de vastes chantiers architecturaux. Elle entreprit la restauration de nombreux sanctuaires à travers le pays, mais son œuvre la plus emblématique demeure son temple de Deir el-Bahari, un édifice d'une beauté saisissante, creusé dans les falaises de Luxor. Hatshepsut lança l'un des chantiers les plus ambitieux de toute l'histoire égyptienne, ordonnant l'édification de temples, d'obélisques et de monuments destinés à graver son règne dans l'éternité. Certains avancent qu'elle poursuivit les travaux de l'allée des Sphinx, cette majestueuse voie bordée de statues qui menait au sanctuaire de Karnak. Pour beaucoup, son accomplissement architectural le plus remarquable réside dans les obélisques monumentaux qu'elle fit tailler d'un seul bloc de granit. L'un d'eux, pesant plus de 320 tonnes, se dresse encore de nos jours. Mais au-delà de l'architecture, elle étendit aussi l'influence de l'Égypte par le commerce. Elle dépêcha une expédition vers le mythique pays de Pont, que l'on situe aujourd'hui en Somalie ou en Érythrée, en rapportant des trésors tels que l'or, l'ivoire ou des créatures exotiques. Cette flotte, fendant la mer Rouge, inaugura la première mission commerciale documentée de ce type, forgeant des liens économiques durables pour les générations futures. Et pourtant, malgré cette réussite éclatante, un fait troublant survint après la disparition d'Hatshepsut. Son successeur, et beau-fils, Thoutmôsis III, longtemps éclipsé par son règne, prit une décision radicale. Il ordonna l'effacement de son nom de la mémoire collective. Ses statues furent mutilées, ses inscriptions effacées, ses hauts faits attribués à d'autres. Tout se passa comme si elle n'avait jamais existé. Certains avancent que Thoutmôsis III souhaitait rétablir ses prérogatives légitimes de souverain, tandis que d'autres estiment que ce sont des dirigeants ultérieurs qui, mal à l'aise avec l'idée d'une femme pharaon, cherchèrent à rétablir la suprématie masculine. Mais cette rivalité posthume ne s'arrêta pas là. Le conflit d'influence entre la belle-mère et le beau-fils se poursuivit dans la pierre. Bien après la mort d'Hatshepsut, Thoutmôsis III fit ériger son propre temple tout près du sien, dans la vallée des rois. Toutefois, il introduisit une modification. Son édifice fut bâti 3 mètres plus haut que celui de sa prédécesseur. Ce geste n'avait rien d'anodin. Il s'agissait d'une proclamation symbolique destinée à reléguer son héritage dans l'ombre. Mais l'histoire en avait décidé autrement. Dès le 19e siècle, l'héritage de Hatshepsut commença à refaire surface. Et ce n'est qu'au prix d'enquêtes archéologiques rigoureuses que la pleine mesure de son règne fut enfin reconnue. De nos jours, Hatshepsut est célébrée comme l'une des souveraines les plus marquantes d'Égypte. Son règne, autrefois effacé, a été reconstitué grâce à un flot continu de découvertes archéologiques, démontrant que sa puissance et son influence ne seraient pas si aisément oubliées. Sa sépulture se trouvait cachée à la vue de tous, son corps ayant été déplacé de sa chambre funéraire d'origine dans le dessein de l'effacer de l'histoire. Ce dernier indice acheva de consacrer son héritage, prouvant que même les volontés les plus acharnées d'effacer un pharaon ne sauraient y parvenir. Le majestueux temple de Hatshepsut, le Djeser-Djeserou, constituait une prouesse architecturale remarquable, érigée pour célébrer son règne et affermir sa filiation divine avec le dieu Amon. Mais à sa disparition, son successeur Thoutmôsis III engagea une entreprise méthodique visant à effacer sa mémoire, allant jusqu'à faire démanteler certaines sections de l'édifice. Les historiens débattent encore du motif. Une manœuvre dynastique, une volonté de rétablir l'autorité masculine traditionnelle, ou un moyen de consolider les droits de Thoutmôsis III sur le trône. Peut-être n'était-il qu'un homme vaniteux. Quoi qu'il en soit, la destruction ne fut pas immédiate, mais intervint des décennies après sa mort, ce qui tend à indiquer qu'il ne s'agissait pas d'une vengeance personnelle, mais d'un calcul politique. Pourtant, malgré tous ses efforts, son temple se dresse toujours, tout comme son récit, éclatant témoignage de la première grande souveraine d'Égypte. Quittons à présent Thèbes pour un autre lieu à travers l'espace et le temps.
Dakhchour, en Égypte, abrite plusieurs sépultures de personnages de l'Antiquité. C'est en 2107 que des chercheurs mirent au jour une pyramide oubliée depuis longtemps. Conscients de l'importance potentielle de leur découverte, ils contactèrent aussitôt le ministère du Tourisme et des Antiquités. Contrairement à la majorité des pyramides exhumées dans cette région, celle-ci se révélait entièrement scellée. L'extraction de la pierre angulaire exigea une extrême minutie. Lorsqu'ils parvinrent enfin à ouvrir l'édifice funéraire, ils s'attendaient à découvrir une chambre inviolée. Or, ce fut tout le contraire. Le désordre y régnait. Le lieu avait été pillé, et les effets du défunt étaient répandus dans toute la pièce. Pourtant, au cœur de ce chaos, ils mirent au jour un coffret. Grâce aux technologies de balayage les plus avancées, ils purent déchiffrer les hiéroglyphes endommagés qui en ornèrent la surface. Ce qu'ils découvrirent dépassait l'imaginable. Un nom s'y lisait très nettement, celui de la princesse Hatshepsut. La mise au jour de cette sépulture, en 2017, suscita un grand nombre d'interrogations. Des analyses complémentaires révélèrent que les restes n'étaient pas ceux de la célèbre reine, mais d'une autre Hatshepsut, une princesse ayant vécu sous la 13e dynastie égyptienne. Le fait que sa tombe ait été pillée avant même d'être scellée poussa les chercheurs à s'interroger. Les anciens auraient-ils cherché à dissimuler certaines choses liées à cette princesse? Et comment expliquer qu'il n'existe aucune trace d'elle dans les archives de l'Égypte antique? Oh, restez à l'écoute. Quelque chose d'étrange se cache sous les sables de Gizeh. Et les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. Des archéologues viennent de découvrir une structure cachée près de la Grande Pyramide, à l'aide d'une technologie avancée de reconnaissance souterraine. Que contient-elle? Personne ne le sait. Mais les fouilles ont déjà commencé. La Grande Pyramide de Gizeh est l'un des monuments les plus célèbres au monde. Mais elle n'est pas seule. Elle est entourée d'une ancienne nécropole, un immense cimetière royal rempli de tombes et de monuments. Ils appartiennent à des pharaons, à des nobles et à d'autres hauts dignitaires. La plupart de ces tombes se trouvent au-dessus du sol. Elles portent le nom de mastabas. Il s'agit de sépultures rectangulaires au toit plat, construites en calcaire ou en briques crues. Elles font l'objet d'études depuis des décennies. Cependant, grâce à de vieux films, nous savons qu'il ne s'agit pas de simples tombeaux. Ils abritent de profonds puits verticaux menant à des chambres funéraires souterraines, où le passé a été scellé pour l'éternité. Récemment, des archéologues ont découvert un étrange espace, vide dans le cimetière. Une parcelle de terrain totalement inexplorée. Pas de mastaba, pas de ruines visibles, rien. Pendant des années, ils l'ont ignoré. Mais entre 2021 et 2023, ils ont décidé d'enquêter. Ils n'ont toutefois pas creusé. Au lieu de cela, ils ont utilisé une technologie similaire à nos radios médicales, mais pour le sol. Ces radars ont permis aux scientifiques de voir. Et il y avait bien quelque chose sous le sable, quelque chose qui avait été délibérément enterré et oublié. Une structure souterraine en deux parties. L'une est peu profonde et en forme de L. Elle mesure environ 10 mètres de long et est enterrée à seulement 2 mètres de profondeur. Et plus bas, une anomalie plus mystérieuse encore. Une structure complètement différente de tout ce qui se trouve dans les environs. Ils l'ont qualifiée d'anomalie à haute résistance, ce qui signifie qu'elle est dense et solide, probablement faite de pierre, de sable ou même de métal, et personne ne sait ce qu'elle renferme. Il est évident que cette structure en forme de L a été construite de main d'homme. Elle n'a rien de naturel, et il se pourrait qu'elle ne soit qu'une entrée vers ce qui se cache en dessous. Cependant, nous n'avons encore que des hypothèses concernant son contenu. Elle est remplie de sable et de gravier. Elle a probablement été remblayée délibérément après sa construction, peut-être pour la préserver. Pourquoi? Nous ne le savons pas. L'équipe archéologique devra procéder à des fouilles pour comprendre exactement ce qu'était cette structure et pourquoi elle a été construite. La première hypothèse est qu'il s'agit d'une chambre funéraire perdue. De nombreuses tombes à Gizeh ont des sites funéraires souterrains, mais la plupart présentent des marqueurs clairs à la surface. Celle-ci, pour une raison quelconque, n'en a aucun. Mais il se peut, tout de même, qu'il s'agisse bien de cela. La deuxième hypothèse est qu'il s'agit d'une ancienne chapelle funéraire. Les égyptologues savent que certaines chapelles furent construites de cette manière. Mais on les construisait généralement au-dessus du sol, non pas au-dessous, comme celle-ci. Enfin, il pourrait s'agir de quelque chose que nous n'avons jamais vu auparavant. Si cette structure s'avère être d'un type nouveau, cela pourrait bouleverser nos connaissances sur les sépultures des pharaons. La seule façon d'en être certain est de continuer les fouilles. Et c'est exactement ce que font les archéologues sur ce site. Leur travail a déjà bien avancé. Ils sont pressés de découvrir la vérité. Cependant, il existe un réel danger.
Les structures anciennes et fragiles de Geyser doivent être manipulées avec précaution. Sinon, elles pourraient être endommagées de manière irréversible. Nous devons donc être patients. Ces tombes ont toujours recelé des mystères fascinants. Malheureusement, à cause des pilleurs, beaucoup de choses nous ont échappé jusqu'à présent. On construisait ces tombes dans le but de préserver les corps pour l'éternité. Mais cela n'a pas empêché les pilleurs de s'y introduire pour y dérober tout ce qui avait de la valeur. Ils s'en prennent à ces sites antiques depuis des milliers d'années, depuis l'époque des pharaons eux-mêmes. La plupart des tombes les plus célèbres, notamment celles de Geyser, de Saqqara et de la vallée des rois, ont été pillées. C'était une pratique courante dans l'Égypte antique, et les pilleurs prenaient cette activité très au sérieux. Ils creusaient des tunnels secrets pour contourner les pièges et les murs. Ils soudoyaient ou menaçaient les ouvriers travaillant dans les tombes pour obtenir des informations. Ils ouvraient les sarcophages pour s'emparer de l'or, des bijoux et des objets anciens. Et lorsque les archéologues modernes ont découvert ces tombes, elles avaient déjà été entièrement pillées. Les pharaons au pouvoir se sont vite lassés de ces actes de vandalisme. La vallée des rois, célèbre cimetière de la royauté égyptienne, était censée être la zone la plus sécurisée. Les tombes y étaient construites profondément sous terre, cachées dans les airs. Les passages étaient scellés par d'énormes blocs de pierre. De fausses portes et des pièges étaient ajoutés pour dérouter les voleurs. Des malédictions étaient même inscrites sur les murs, promettant un destin tragique à quiconque oserait profaner la tombe. C'est de là que viennent toutes ces histoires terrifiantes sur les momies. Vous l'aurez deviné. Rien de tout cela n'a fonctionné. La plupart des tombes de la vallée des rois furent entièrement pillées moins de 100 ans après leur construction. Même la tombe du roi Toutankhamon, l'une des plus célèbres de l'histoire, fut profanée à 2 reprises dans l'Antiquité. Certains décidèrent de riposter. Les souverains du Nouvel Empire construisirent des tombes cachées et anonymes afin d'empêcher les pilleurs de les trouver. Cela ne fonctionna pas. Certains pharaons, comme Ramsès II, furent secrètement déplacés afin qu'on ne puisse pas déranger son sommeil éternel. Cela n'a eu aucun effet. Les pilleurs de tombes ont toujours triomphé. En effet, il ne s'agissait pas de simples voleurs, mais d'individus habiles, organisés et bien informés. Ils savaient exactement où chercher. Beaucoup d'entre eux avaient participé à la construction de ces sites et savaient où se trouvaient les entrées. S'ils ne pouvaient pas enfoncer les portes, ils creusaient à travers les murs, les sols ou même les plafonds pour pénétrer à l'intérieur. Ils travaillaient rapidement, souvent dans les années qui suivaient la fermeture des tombes, avant que tout le monde oublie où se trouvaient les objets de valeur. La pyramide de Khéops, située à côté de cette structure récemment découverte, a été pillée bien avant l'époque moderne. La seule chose qui restait à l'intérieur lorsque les explorateurs sont arrivés, un coffre en granit vide là où se trouvait autrefois le sarcophage. Malheureusement, il ne s'agit pas seulement d'or. C'est l'histoire elle-même qui disparaissait à chacun de ces raids. Les Égyptiens de l'Antiquité consignaient par écrit et en détail ce qu'ils enterraient et où ils le faisaient. Ainsi, lorsque les archéologues comparent ces listes avec ce qu'ils trouvent, ils peuvent voir ce qui manque, c'est-à-dire souvent tout ce qui a de la valeur. La plupart des artefacts ne finissent pas dans les musées, mais disparaissent dans des collections privées où ils ne peuvent plus jamais être étudiés. Ce qui est bien sûr tout à fait injuste. En fait, quelques pays en ont eu assez et ont commencé à promulguer des lois afin de récupérer les pièces historiques auprès des collectionneurs privés. En Italie, si vous possédez une pièce antique romaine, vous devez prouver que vous l'avez obtenue légalement. La Chine recherche elle aussi activement les pièces volées et doit trouver des moyens de les récupérer auprès des collectionneurs occidentaux. En Égypte, de nouvelles lois ont été votées afin d'interdire aux particuliers de posséder des objets anciens. D'autres pays, comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne ou la Suisse, n'ont aucun problème avec le fait que des personnes fortunées possèdent leur histoire. Le British Museum est presque entièrement constitué d'objets pillés. Les empires européens ont envahi la moitié de la planète et ont ramené chez eux tout ce qui leur plaisait. Leur musée leur regorge souvent de tels vestiges. Malheureusement, ils refusent la plupart du temps de les restituer. Prenons l'exemple de la pierre de Rosette. Elle a été dérobée en Égypte par l'armée de Napoléon. Elle a ensuite été volée par les Britanniques après leur victoire sur les Français. L'Égypte réclame sa restitution depuis des années, mais toujours sans succès. Ou encore les marbres du Parthénon. Ces magnifiques sculptures grecques monumentales ont été dérobées à Athènes par un lord britannique au XIXe siècle. La Grèce réclame leur restitution depuis lors, mais le Royaume-Uni n'est pas disposé à les rendre. Et c'est sans parler des innombrables artefacts mésoaméricains dispersés dans divers musées à travers le monde. Les explorateurs européens ont pillé les temples mayas et aztèques, emportant statues, bijoux et objets sacrés,
Et aujourd'hui, le Mexique se bat pour les récupérer. Il ne serait pas surprenant que même cette mystérieuse chambre souterraine ait déjà été pillée d'une manière ou d'une autre. Mais s'il s'agit vraiment d'un lieu récemment découvert, pourrait-il être l'un des rares à avoir échappé aux pilleurs? Se pourrait-il qu'il renferme encore des objets anciens, intacts depuis 4500 ans? Nous ne pouvons qu'espérer que les voleurs ne s'y soient pas déjà introduits. Il s'avère que la Grande Pyramide de Gizeh est encore plus avancée qu'on ne le pensait. Elle peut résister à des séismes d'une magnitude d'au moins 6,8. Et ça, c'est énorme. Lors de puissants tremblements de terre, tandis que les bâtiments alentours s'effondraient en ruines, la pyramide absorbait les secousses et restait debout. Existait-il un mécanisme secret pour l'y aider? Il y a plus de 4500 ans, les anciens Égyptiens ont bâti l'une des structures les plus lourdes de l'histoire humaine, la Grande Pyramide de Gizeh. Le pharaon Khéops en a ordonné la construction vers 2500 avant notre ère, et il a fallu environ 26 ans pour l'achever. Les ouvriers ont déplacé et empilé plus de 2 300 000 blocs de pierre, dont certains pesaient plusieurs tonnes. La pyramide achevée culminait à environ 146 mètres, à peine moins que la Ritz Tower de Manhattan et ses 165 mètres. Mais ce n'est peut-être pas le plus surprenant. La pyramide a sans doute été conçue pour résister aux séismes. Récemment, des chercheurs égyptiens et japonais ont étudié la propagation des vibrations à travers la pyramide. La pyramide a plus de 4600 ans, donc pas question de la secouer volontairement au risque de l'endommager. Mais ils ont quand même réussi à tester environ 40 points différents à l'intérieur et autour de la structure grâce à des accéléromètres haute sensibilité. Leurs instruments mesuraient d'infimes ondes traversant la pierre. De quoi comprendre ce qui se passerait si le sol se mettait à trembler. Il s'avère qu'au lieu de concentrer toute la force des vibrations en un seul point, la pyramide répartit l'énergie dans toute la structure. En clair, elle se comporte comme un gigantesque amortisseur. Les vibrations s'atténuent en la traversant, au lieu de s'amplifier et de la fissurer. L'Égypte a été secouée par des séismes à de nombreuses reprises au fil des millénaires, certains assez puissants pour dévaster des quartiers entiers du Caire. Et tandis que des bâtiments voisins étaient gravement endommagés ou détruits, la Grande Pyramide, elle, est toujours debout. Selon les scientifiques, la structure est incroyablement équilibrée. Son poids colossal est réparti si uniformément que la pyramide reste stable, même quand le sol bouge sous elle. La forme y contribue aussi. Une pyramide répartit le poids vers le bas et vers l'extérieur, ce qui rend un effondrement vers l'intérieur bien plus difficile. Par exemple, en 1992, un violent séisme a frappé l'Égypte. D'une magnitude de 5,9, son épicentre se trouvait à environ 32 km au sud-ouest du Caire. Il a endommagé ou détruit plus de 129 000 bâtiments. Toutes les tombes près de la vallée des rois ont dû être renforcées pour éviter l'effondrement. Mais la Grande Pyramide, elle, n'a pas bronché, perdant à peine une seule pierre. Une raison majeure? La conception de la pyramide. Sa base est immense, plus de 230 mètres de large. Cette large assise répartit les forces et stabilise la structure lors des secousses. La pyramide est aussi extrêmement symétrique, ce qui équilibre la pression de tous les côtés. Et en dessous, un socle de roche solide fait office de fondation ultra résistante. Et puis, il y a les blocs eux-mêmes. Les bâtisseurs utilisaient d'énormes blocs de calcaire qui s'emboîtent comme les pièces d'un puzzle géant. Lors d'un séisme, une telle structure absorbe et répartit les vibrations. Elle ne se fissure pas instantanément. La Grande Pyramide n'était pas la première tentative de construction pyramidale en Égypte. Des souverains antérieurs avaient expérimenté pendant des générations. Par exemple, plus de 100 ans avant Khéops, les Égyptiens ont bâti la pyramide à degrés de Saqqara. Au lieu de parois lisses, elle ressemblait à un escalier géant en pierre. Plus tard, le père de Khéops a construit de plus grandes pyramides aux faces lisses, bien plus proches de celles que nous connaissons. Au fil du temps, les bâtisseurs égyptiens ont appris ce qui fonctionnait et ce qui échouait. Et oui, certaines pyramides plus tardives ont pris des raccourcis.
L'une d'elles utilisait une colline naturelle pour économiser des matériaux, mais cela la rendait moins stable, car moins de blocs s'emboîtaient. Une autre, la pyramide noire, était principalement construite en briques de boue. Certes, c'était moins coûteux, mais bien plus fragile. Pas étonnant qu'elle ait très mal vieilli. La pluie et l'érosion ont lentement détruit la structure. Certaines de ces pyramides tardives ont fini par s'effondrer complètement. Mais revenons à la Grande Pyramide et sa résistance au séisme. Des scientifiques sont entrés à l'intérieur pour mesurer ses vibrations. Ils ont étudié la chambre du roi, la chambre de la reine, des tunnels souterrains et des salles cachées au-dessus de la chambre funéraire. Résultat, la pyramide entière vibrait de manière presque parfaitement uniforme d'un bloc à l'autre. Cela signifie que toute la construction bouge comme un seul objet géant, au lieu de se disloquer dans toutes les directions. Et c'est crucial lors d'un séisme. Or, le sol autour de la pyramide vibre très différemment, à une fréquence bien plus basse. Donc, quand la Terre tremble, la pyramide ne se synchronise pas avec ces vibrations dangereuses, ce qui réduit la force transmise à la structure. Imaginez pousser quelqu'un sur une balançoire. Si votre rythme correspond à celui de la balançoire, elle monte de plus en plus haut. Mais si le rythme est décalé, le mouvement s'atténue. La pyramide semble fonctionner de la même façon face au séisme. Les scientifiques ont aussi découvert autre chose à l'intérieur. Au-dessus de la chambre du roi, il y a plusieurs petites chambres de décharge. Et non, ce ne sont pas des toilettes. Avant, on pensait qu'elles ne servaient qu'à supporter le poids du plafond. Mais les chercheurs pensent désormais qu'elles pourraient aussi atténuer les vibrations sismiques avant qu'elles n'atteignent les salles intérieures les plus importantes. Autrement dit, la pyramide redirigerait et amortirait les ondes de choc en son sein. Dans l'ensemble, les pyramides sont bien plus fascinantes qu'on ne le croit. Ce ne sont pas de simples tombes géantes bâties par des esclaves. Des archéologues ont découvert des villages entiers d'ouvriers près des pyramides. Les bâtisseurs avaient des logements, de la nourriture, des soins médicaux et des équipes organisées. C'étaient des ouvriers qualifiés, rémunérés pour leur travail. Ils avaient besoin de ces compétences et de beaucoup de force. Après tout, certains blocs de calcaire et de granit pesaient 80 tonnes. C'est plus lourd qu'un semi-remorque à pleine charge. Et ils venaient de carrières à des kilomètres de là. Alors comment les ouvriers les déplaçaient-ils ? Une théorie avance qu'ils utilisaient des traîneaux en bois sur du sable mouillé, ou peut-être des pistes spécialement lubrifiées. À ce jour, ce mystère reste entier. Les pyramides avaient aussi un tout autre aspect à l'époque. Aujourd'hui, elles paraissent rugueuses et poussiéreuses, mais à l'origine, elles étaient recouvertes de calcaire blanc parfaitement lisse. Si bien poli que la lumière du soleil s'y reflétait comme sur des miroirs. À l'intérieur de la Grande Pyramide, la température reste proche de 20 degrés Celsius en permanence. Même quand le désert est brûlant le jour et glacial la nuit. Les épais murs de pierre font office d'isolation géante. La Grande Pyramide est aussi alignée presque parfaitement sur les points cardinaux. Cela signifie que les anciens Égyptiens maîtrisaient l'astronomie bien mieux qu'on ne le pense. La pyramide a peut-être même servi d'observatoire, et pas seulement de tombeau. Il y a un autre mystère, des chambres cachées. Grâce à des caméras thermiques et à la radiographie par muon, des chercheurs ont détecté des espaces vides à l'intérieur de la pyramide. Mais on ne peut pas encore y accéder, et personne ne sait ce qu'ils contiennent. Bien sûr, les théories abondent. Salles secrètes, savoir perdu, chambres dissimulées, ou quelque chose qui pourrait bouleverser notre vision de la pyramide. Car le plus étrange, c'est que même si les pyramides sont censées être des tombeaux, personne n'a jamais trouvé de momie dans la Grande Pyramide. Le complexe tout entier est immense. Gizeh, ce n'est pas que 3 pyramides. Il y a des pyramides satellites plus petites, des temples, des villages d'ouvriers et de longues chaussées reliant le tout. L'ensemble du site témoigne de l'ampleur de la planification et de l'importance de ces structures pour les anciens Égyptiens. Et les mathématiques sont tout aussi impressionnantes. La base de la Grande Pyramide couvre environ 5 hectares. Si on divise le périmètre par la hauteur, on obtient environ 3,4216. C'est le nombre pi.
Les anciens Égyptiens y sont parvenus sans outils modernes, et les scientifiques ne comprennent toujours pas comment. Et puis, il y a l'alignement avec les étoiles. Certains chercheurs ont avancé que les 3 pyramides principales de Gizeh s'alignent avec les 3 étoiles de la ceinture d'Orion. Si c'est vrai, ce n'est sans doute pas un hasard. Les anciens Égyptiens croyaient que l'âme de leur pharaon s'élèverait vers le ciel à travers cette constellation. On pense connaître les pyramides de Gizeh. 3 pyramides géantes, un sphinx massif et le désert à perte de vue. Et puis, des chercheurs découvrent quelque chose de totalement inattendu. Un autre sphinx, enfoui sous le sable. Une équipe de scientifiques italiens pense que cette structure pourrait être cachée sous le plateau de Gizeh. Ils pensent aussi que toute la zone pourrait abriter un vaste complexe souterrain s'étendant sous les pyramides elles-mêmes. Cette découverte a commencé par des scans radars et des images satellites. Les chercheurs ont étudié très attentivement la disposition du plateau de Gizeh. La Grande Pyramide, la pyramide de Képhren, la pyramide de Mykérinos et le célèbre Sphinx. C'est alors qu'ils ont remarqué quelque chose d'étrange. Les lignes reliant les pyramides et le Sphinx semblaient pointer vers une autre zone surélevée à proximité. Ce monticule est énorme, environ 33 mètres de haut. C'est la hauteur d'un immeuble de 10 étages. Il semble composé principalement de sable durci, et c'est important, car sculpter une structure géante dans la roche serait bien plus difficile. Un autre détail rend cette théorie encore plus intéressante. La célèbre stèle du rêve, une grande dalle de pierre devant le grand sphinx, montre non pas un, mais 2 sphinx. Pendant longtemps, on a pensé qu'il s'agissait d'une simple représentation symbolique. Mais et si elle montrait quelque chose de réel ? L'idée est que les bâtisseurs antiques auraient créé 2 statues gardiennes géantes, mais l'une d'elles aurait disparu sous des couches de sable. Selon les chercheurs, la géométrie du site rend cette théorie difficile à ignorer. L'alignement entre les pyramides, le sphinx visible et le monticule caché semble d'une précision inhabituelle. Les motifs s'alignent trop bien pour être aléatoires. Même s'il n'y a pas de second sphinx, cela pourrait indiquer des chambres secrètes, des tunnels, voire une citadelle souterraine. Pour l'instant, ce n'est encore qu'une théorie. Personne n'a fouillé le site et de nombreux archéologues restent sceptiques. Mais les scans, les formes souterraines et les étranges schémas d'alignement poussent à prendre cette idée au sérieux. Et l'histoire devient encore plus étrange. Des gravures anciennes près du Grand Sphinx décrivent un moment étrange de la vie du prince Thoutmôsis IV. Selon les inscriptions, le jeune prince s'endormit à l'ombre du Sphinx, alors encore enseveli sous le sable. Dans un rêve, la statue géante lui aurait parlé et lui aurait promis le trône d'Égypte, à condition qu'il dégage le sable et la mette au jour. Cette histoire a été gravée dans la pierre il y a des milliers d'années. Pourrait-elle contenir des indices que nous avons manqués pendant des siècles ? Pour obtenir plus de données, l'équipe a scanné le sol sous le Grand Sphinx, les pyramides voisines et la zone reliant le Sphinx à la pyramide de Képhren, la 2e plus grande pyramide de Gizeh. D'après les scans, d'étranges structures pourraient exister en profondeur, des puits verticaux, de longs tunnels horizontaux et des passages ramifiés. Les chercheurs pensent que certaines de ces formations forment un vaste réseau souterrain s'étendant sous les pyramides et le Sphinx. Le plus fascinant, c'est que les motifs souterrains semblent symétriques. Les structures cachées se reflètent presque parfaitement. Cette symétrie est l'une des principales raisons pour lesquelles les chercheurs pensent qu'il ne s'agit pas d'une simple formation géologique. La théorie elle-même n'est pas apparue de nulle part. Il y a plus de 10 ans, l'égyptologue Bassam El-Chama avait lui aussi suggéré qu'un second sphinx aurait pu exister. Il fondait cette idée sur des documents et des mythes égyptiens décrivant la foudre frappant le sphinx. Il pensait que ces récits pouvaient faire référence à un monument réel qui n'existait plus, disparu à cause du temps, des intempéries ou même de croyances anciennes. La plupart des égyptologues n'acceptent pas cette idée, et seul un petit groupe la soutient. Après tout, aucune fouille n'a confirmé l'existence d'un sphinx caché ou d'une cité souterraine.
Mais les scans radars, les motifs souterrains, les gravures anciennes et l'étrange symétrie sous Gizeh pourraient signifier que nous ignorons toujours ce qui est vraiment enfoui sous les pyramides. À ce stade, les chercheurs attendent encore l'autorisation des autorités égyptiennes pour étudier ce mystérieux monticule de plus près. En attendant, on en sait bien plus sur le grand sphinx de Gizeh, l'un des monuments les plus anciens et les plus mystérieux de la Terre. La statue est gigantesque. De ses pattes avant à sa queue, elle mesure environ 73 mètres, presque la longueur d'un terrain de football. Il s'élève à environ 20 mètres, à peu près la hauteur d'un immeuble de 6 étages. Et à son point le plus large, le corps dépasse les 18 mètres. Pour le construire, les bâtisseurs antiques n'ont pas déplacé d'énormes blocs comme pour les pyramides. Ils ont taillé le sphinx directement dans la roche, sous la surface du désert. Au fil des siècles, le vent, le sable et l'humidité ont lentement endommagé le monument. De grandes parties du sphinx ont dû être réparées encore et encore. Des ouvriers ont ajouté des couches de blocs de calcaire autour de la base pour empêcher la structure de s'effriter. Et puis, il y a le nez manquant, probablement le mystère le plus célèbre. Beaucoup de gens pensent que les soldats de Napoléon l'ont arraché à coups de canon lors de la campagne d'Égypte. Mais cette histoire est fausse. Des dessins réalisés avant l'arrivée de Napoléon montrent déjà le sphinx sans son nez. Fait intéressant, les chercheurs qui ont étudié le visage ont trouvé des marques suggérant que quelqu'un a délibérément brisé le nez à l'aide d'outils comme des barres ou des ciseaux. Mais personne ne sait exactement qui l'a fait, ni pourquoi. La plupart des gens appellent cette statue le sphinx, mais techniquement, ce n'est même pas correct. La créature de la mythologie grecque avait un corps de lion, une tête de femme et des ailes. Mais celui d'Égypte est différent. Il a un corps de lion, une tête humaine et pas d'ailes du tout. Techniquement, il appartient donc à une catégorie totalement différente. Même son nom a changé au fil du temps. Les anciens Égyptiens ne l'appelaient pas le grand sphinx à l'origine. Il y a des milliers d'années, on l'associait à de puissantes divinités liées au soleil et à l'horizon. Les civilisations suivantes lui ont donné des noms complètement différents, si bien que le monument a changé d'identité au fil du temps. Personne ne sait vraiment qui l'a construit. Beaucoup d'experts pensent que le pharaon Khéphren a ordonné sa construction vers 2500 avant notre ère, car sa pyramide et ses temples sont tout proches. De plus, le visage du sphinx ressemble à ses statues. Mais il y a un problème. Aucune inscription ne dit directement qu'il l'a construit. Alors d'autres chercheurs pensent que quelqu'un d'autre l'a créé. Et les archéologues ont découvert autre chose qui rend l'histoire encore plus étrange. Près du sphinx, ils ont mis au jour des outils abandonnés, des blocs de pierre et même des repas inachevés laissés par les ouvriers. On dirait que les gens ont soudainement arrêté de travailler et sont partis en toute hâte. Les ouvriers eux-mêmes n'étaient pas des esclaves d'affamés, comme beaucoup l'imaginaient. Les fouilles ont montré qu'ils mangeaient de la viande de qualité, du bœuf, du mouton et de la chèvre. Ce type de nourriture était coûteux dans l'Égypte antique, donc les ouvriers étaient probablement des artisans qualifiés jouissant d'un statut important. Le sphinx avait aussi un aspect complètement différent à l'époque. Aujourd'hui, il a cette couleur sableuse délavée, mais il y a des milliers d'années, il était peut-être recouvert de peinture vive. Des chercheurs ont trouvé des traces de rouge sur son visage et des indices de bleu et de jaune sur sa coiffe. Hélas, même les travaux de restauration peuvent causer des dégâts. Lors de réparations au début du XXe siècle, des parties de la coiffe du sphinx se sont détachées. Des restaurations ultérieures ont utilisé des matériaux qui ont en fait abîmé le calcaire tendre en dessous. À un moment, un énorme morceau s'est détaché de l'épaule de la statue. Le sphinx portait aussi autrefois une barbe, et aujourd'hui, des fragments de cette barbe sont conservés dans des musées à Londres et au Caire. Mais même là, les chercheurs ne sont pas d'accord. Certains experts pensent que la barbe faisait partie de la statue d'origine. D'autres pensent qu'elle a été ajoutée des siècles plus tard, lors de travaux de restauration. Malgré son apparence terrifiante, la version égyptienne du sphinx était en réalité considérée comme un protecteur. La version maléfique et dangereuse que la plupart des gens connaissent vient principalement de la mythologie grecque. Les anciens Égyptiens voyaient leur sphinx très différemment. Pour eux, il représentait la puissance, la protection et l'autorité divine. Certaines montagnes présentent une telle perfection qu'on croirait qu'un architecte divin les a minutieusement façonnées. Et, en vérité, ce n'est pas une idée aussi absurde qu'il n'y paraît. Mais alors, quelqu'un aurait-il réellement construit les montagnes ? Cachées dans les profondeurs de l'Amazonie,
un sommet conique singulier pousse à se poser cette même question. Et à l'autre bout du globe, un paysage évoque un sac de friandises chocolatées répandu sur un tapis verdoyant. Cela semble irréel, mais c'est pourtant vrai. Imaginez le croisement improbable entre un Hershey's Kiss et le film La Route d'Eldorado. C'est à peu près ce qui vous attend, car nous allons explorer deux des formations naturelles les plus énigmatiques et étonnamment harmonieuses de la planète. Le Cerro El Cono, au Pérou, et les Chocolate Hills, aux Philippines. L'une pourrait bien être une antique pyramide oubliée, et l'autre se change en chocolat une fois par an. Enfin, en quelque sorte. Commençons par El Cono. Cette montagne insolite et solitaire s'élève à plus de 400 mètres au-dessus de la canopée, au cœur même de l'Amazonie, près de la frontière entre le Pérou et le Brésil. Bien sûr, l'Amazonie n'est pas étrangère au relief spectaculaire. On y trouve, plus au nord, les montagnes Imeri, ou encore les Andes, certes extérieures au bassin amazonien à proprement parler, mais longeant l'épine dorsale du Pérou. Pourtant, El Cono se distingue radicalement. Pour commencer, il est totalement isolé. Si vous survolez la région en hélicoptère, vous ne verrez qu'une mer infinie, d'un vert éclatant, composé de forêts tropicales à perte de vue. Et soudain, boum, surgit de nulle part une montagne conique presque parfaite, semblable à un immense dorito vert pointé vers le ciel. Elle ne s'inscrit dans aucune chaîne montagneuse connue, ne possède aucun équivalent, et sa symétrie est si saisissante qu'elle semble presque artificielle, le tout recouvert de forêts. Évidemment, cela a donné lieu à toutes sortes d'hypothèses. Certains croient à un volcan endormi, d'autres à une anomalie de l'érosion. Et puis, il y a ceux qui évoquent des idées bien plus excitantes. Et s'il s'agissait d'une pyramide oubliée? Avant de lever les yeux au ciel, sachez que cette théorie est moins absurde qu'il n'y paraît. Elle est même défendue sérieusement par certains. N'oublions pas que les civilisations précolombiennes d'Amérique du Sud ont elles aussi érigé des pyramides. Comment? Eh oui. Contrairement à ce que certains s'imaginent, les Égyptiens n'ont pas l'exclusivité de ce concept architectural. Les Mochi, les Chachapoya et les Incas ont tous bâti des édifices monumentaux. On trouve d'ailleurs des pyramides aux quatre coins du monde. En Éthiopie, en Thaïlande, en Grèce, au Mexique et même en Italie. Mais alors, pourquoi les pyramides surgissent-elles aussi souvent dans l'histoire humaine? C'est simple. Leur forme est d'une remarquable stabilité. Leur large base soutient efficacement le poids de la structure, et leur sommet pointu symbolisait fréquemment un lien vers le ciel. D'accord, mais quelle est la probabilité que toutes ces cultures aient eu la même idée simultanément? Du calme, ancien alien. C'est certes envisageable, mais la vérité, c'est que les anciens peuples communiquaient bel et bien entre eux, par le commerce, la migration ou encore les échanges culturels. Les pyramides ne sont pas nécessairement le fruit d'une civilisation globale et secrète. Elles sont plutôt nées de l'ingéniosité de peuples curieux, répartis aux quatre coins du globe, tous fascinés par les étoiles et désireux de s'en rapprocher. À vrai dire, de récentes découvertes archéologiques ont mis au jour d'immenses cités antiques englouties par la jungle. Au Guatemala, des chercheurs ont révélé l'existence d'une ville maya oubliée, comportant ses propres pyramides. Et au Mexique, une vaste métropole a été retrouvée, ensevelie sous des collines boisées. Ainsi, l'humanité peut bel et bien effacer de sa mémoire une ville entière. Depuis les airs, si vous observez de nouveau El Cono, vous pourriez bien commencer à y croire vous aussi. Ses flancs pointes sont lisses, sa symétrie est troublante. Vu du ciel, il évoque une gigantesque pyramide à degrés, ou une ziggourate enveloppée de lianes de mystère. Et si quelqu'un vous affirmait qu'il s'agit des vestiges moussus d'une ancienne civilisation, vous seriez tenté d'acquiescer en murmurant « Oh oui, ça se voit ». Évidemment, rien n'a encore été prouvé, mais ce mystère est irrésistible, tel un mythe qui attend d'être dévoilé. Pour les habitants de la région, El Cono ne se limite cependant pas à une énigme géologique, c'est un lieu sacré. Dans la cosmologie andine, des montagnes comme El Cono sont appelées Apus, des entités spirituelles, gardiennes de la terre. Ce ne sont pas de simples rochers, mais des êtres vivants, des protecteurs, des divinités. Imaginez la déesse Tefiti de Vaiana, mais sa version sud-américaine encore plus énigmatique. Les peuples autochtones lui rendent toujours hommage, non comme à un site touristique, mais comme à un ancêtre vénérable. Tandis que les débats font rage pour savoir si El Cono est une montagne ou une pyramide, la nature, elle, poursuit tranquillement son œuvre.
La zone entourant la montagne fait désormais partie du parc national de la Sierra del Divisor, créé en 2015 afin de préserver l'un des écosystèmes les plus exceptionnels d'Amazonie. On y trouve des plantes rares, une myriade d'espèces d'oiseaux, divers singes, ainsi que des animaux menacés comme le jaguar, le tatou géant ou encore le tapir. Cet adorable hybride entre le porc et l'éléphant. Et oui, il y a aussi des grottes, des sources, et même des ruines encore non explorées, dissimulées dans la forêt qui entoure El Cono. Mais alors, qu'est-ce qu'El Cono, au fond? Certains géologues avancent qu'il s'agit probablement d'un cône volcanique, compte tenu de sa morphologie. C'est d'ailleurs ce qu'affirme officiellement l'UNESCO. D'autres y voient un rare exemple de géomorphologie d'érosion, une manière savante de dire que le vent, l'eau et le temps ont œuvré ensemble pour façonner cette montagne presque parfaite. Une sorte d'origami géologique, sculpté par des millénaires de forces naturelles. Mais, en réalité, nul ne le sait. Rien de certain. Pas encore. Tant qu'aucune expédition respectueuse et rigoureusement scientifique n'aura été menée, avec des drones, un radar à pénétration de sol et l'accord des communautés locales, El Cono conservera ses secrets. Et c'est peut-être là le plus beau, car parfois, ce sont les mystères qui confèrent au monde sa part de magie. Embarquons à présent dans un avion métaphorique pour les Philippines, où le mystère se poursuit, avec une touche plus sucrée. Répartie sur plus de 52 km², entre 1200 et 1700 collines, voire davantage, se dressent, toutes d'une forme étonnamment régulière et semblable à une boîte de chocolat. Vraiment, durant la saison sèche, l'herbe jaunit, et l'on dirait soudain qu'un sachet entier de Hershey's Kisses a été déversé sur le paysage. Appétissant, n'est-ce pas? Voici les Chocolate Hills, parmi les merveilles naturelles les plus emblématiques des Philippines. À distance, leur symétrie est si parfaite qu'on croirait à l'œuvre d'un paysagiste extraterrestre, armé d'un mètre ruban et d'un certain sens de l'humour. Mais d'où viennent-elles? Selon les chercheurs, ces collines constituent une rare formation karstique, terme désignant les paysages créés lorsque des pluies faiblement acides dissolvent des roches tendres comme le calcaire. En l'occurrence, ces collines étaient autrefois des récifs coralliens et des calcaires marins que les mouvements tectoniques ont fait émerger au-dessus du niveau de la mer. Puis, avec le temps, le vent, la pluie et les rivières souterraines ont érodé la roche, ne laissant que ces monticules réguliers. C'est un chef-d'œuvre géologique sculpté sur des millions d'années. Mais la science n'est pas la seule explication disponible. Les légendes locales sont bien plus savoureuses. L'une raconte que deux géants se livrèrent un combat à coups de pierre, lançant d'énormes rochers jusqu'à l'épuisement, laissant le paysage jonché de monticules, comme dans cette fameuse scène du Hobbit. Une autre évoque un géant éploré dont les larmes se seraient changées en terre, donnant naissance aux collines en hommage à son amour perdu. Oh mon pauvre vieux. Aujourd'hui, les Chocolate Hills sont classés monument géologique national et constituent l'une des principales attractions touristiques des Philippines. Elles sont même en lice pour une inscription au patrimoine mondial de l'UNESCO. Car, franchement, où trouver ailleurs un mariage aussi délicieux entre friandises et géologie? Pour les visiter, rien de plus simple. Prenez un vol pour l'aéroport international de Bohol Panglao ou un ferry depuis Cebu, puis dirigez-vous vers les municipalités de Carmen, Batuan ou Sacbayan. Des plateformes d'observation, écoparcs et circuits en quad vous permettent d'explorer les collines de près. Que vous poursuiviez des pyramides perdues dans la jungle ou que vous escaladiez une montagne se muant en chocolat à la saison sèche, notre planète recèle des merveilles qui émerveillent et déconcertent. Et c'est là le véritable trésor. Parfois, les formes les plus étranges et sublimes de la nature ne dissimulent ni aliens ni technologies anciennes, mais révèlent simplement l'imagination foisonnante de la Terre.